j'ai gagné à la loterie juste après avoir perdu mon emploi, mais je ne l'ai dit à personne. Mes parents ont ri, m'ont traité de « fauché et sans-abri », et mon frère m'a offert un poste de concierge à 8 $ de l'heure. Alors, je les ai laissés le découvrir seulement après avoir fait arrêter mon frère pour m'avoir volé. En grandissant, ma famille a bien fait comprendre qui comptait et qui ne comptait pas. J'ai fait profil bas, j'ai quand même construit ma propre vie, et je pensais en avoir fini avec eux. Il s'est avéré qu'ils n'en avaient pas fini avec moi. Avant que tout cela n'explose, voici comment ça a réellement commencé. Je m'appelle Dante. J'ai 39 ans maintenant. Je travaille dans la technologie, je dirige ma propre entreprise et je garde mon cercle d'amis restreint volontairement. Mais cette histoire commence bien plus tôt. À l'époque où j'étais juste un enfant, essayant de comprendre pourquoi ma propre maison me donnait toujours l'impression d'être un intrus. Notre configuration familiale était simple sur le papier. Papa, Howard, maman, Gwen, mon frère aîné, Marvin, de 4 ans mon aîné, puis moi. Puis, 6 ans plus tard, ma petite sœur, Athéna. De l'extérieur, cela semblait probablement assez normal. À l'intérieur de la maison, il y avait un ordre clair, et je n'ai jamais été confus sur ma place. Howard a très vite fait comprendre que je ne faisais pas partie du futur qu'il s'imaginait. Il ne le cachait pas ni ne l'adoucissait. Il parlait de moi comme si j'étais une erreur comptable. Trop d'argent dépensé, trop de temps perdu, trop d'efforts pour un trop faible retour. C'étaient ses thèmes favoris. Si j'avais du mal avec quelque chose, c'était parce que je n'étais pas bien fait. Si je réussissais quelque chose, c'était de la chance, le bon timing ou quelqu'un d'autre qui m'aidait. Il adorait les mots comme « doux » et « lent ». Pas crier, pas hurler, juste dit nonchalamment, comme des observations. Tu es doux, tu es lent. Tu n'as pas le mordant qu'à Marvin. Ce n'était jamais dit une seule fois. C'était dit chaque semaine, chaque mois, chaque année, assez longtemps pour que cela cesse de sonner comme une insulte et commence à sonner comme un fait. Gwen ne l'arrêtait jamais. C'est la partie qui m'a le plus marqué. Elle n'était pas d'accord à voix haute, mais elle ne désapprouvait pas non plus. Chaque fois que les choses devenaient inconfortables, elle avait ses répliques toutes prêtes. C'est comme ça, ton père. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu sais comment les hommes montrent leur amour. Puis elle changeait de sujet, me demandait d'aller chercher quelque chose ou me rappelait de nettoyer. Marvin, en revanche, ne pouvait rien faire de mal. Il n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il n'avait pas besoin de s'expliquer. S'il faisait une erreur, c'était considéré comme un apprentissage. Si je faisais une erreur, c'était une preuve de mon caractère. Marvin avait droit à de la patience. J'avais droit à des échéances. Marvin avait droit à des encouragements. J'avais droit à des avertissements. Si Marvin oubliait de faire quelque chose, Howard en riait. Si j'oubliais, cela se transformait en sermon sur la responsabilité et l'effort. Quand Athéna est née, la dynamique ne s'est pas améliorée. Elle a juste changé. Elle était aimée d'une manière que je n'ai jamais connue, mais sans que je lui en veuille comme j'aurais pu m'y attendre. Elle était protégée, choyée, traitée avec douceur. Je n'étais pas jaloux d'elle. J'ai juste remarqué qu'une fois qu'elle est arrivée, je ne prétendais même plus être un enfant dans la maison. Je suis devenu utile. On ne me demandait pas d'aider. On attendait de moi que je le fasse. La vaisselle, le jardinage, réparer des choses qu'on ne m'avait jamais montré comment réparer. Surveiller Athéna pendant que les adultes parlaient, nettoyer des dégâts que je n'avais pas faits. Si quelque chose se cassait, Howard supposait que c'était de ma faute. Si quelque chose disparaissait, la première question était ce que j'en avais fait. Si Marvin et moi nous disputions, on me disait d'être le plus intelligent. Même quand j'étais plus petit, plus jeune, et clairement pas celui qui causait le problème. Il n'y avait jamais de merci. Il n'y avait même pas de reconnaissance. Aider était juste mon rôle. Comme un meuble. On ne remercie pas une chaise de supporter un poids. Avec le temps, j'ai appris les règles. Répondre ne faisait qu'empirer les choses. S'expliquer n'avait pas d'importance. Les efforts ne changeaient pas les résultats. Le silence maintenait la paix. Le travail remplissait l'espace. Si je restais silencieux et faisais ce qui devait être fait, la journée se terminait plus vite. Howard aimait parler de forger des hommes. Il disait que la pression créait la force. Ce qu'il voulait vraiment dire,
c'est que certaines personnes méritaient la patience et d'autres non. Marvin avait droit à la patience. Athéna avait droit à la protection. J'avais droit à la pression. Le plus étrange, c'est que rien de tout cela n'était dramatique. Il n'y avait pas de grandes explosions ou de scènes de film. C'était quotidien, ennuyeux, prévisible. C'est ce qui l'a rendu si marquant. On ne combat pas un système qui fonctionne silencieusement. On s'y adapte. Au moment où j'ai terminé le lycée, je savais déjà comment les choses fonctionnaient dans ma famille. Les résultats comptaient, mais seulement si la bonne personne les obtenait. Je ne m'attendais pas à du soutien, mais je voulais quand même de la stabilité. C'est pourquoi j'ai choisi l'informatique. Ce n'était pas un rêve ou une passion. Cela semblait pratique. Les ordinateurs ne se souciaient pas de savoir qui vos parents préféraient. Soit les choses fonctionnaient, soit elles ne fonctionnaient pas. Je suis allé dans une université d'état ordinaire. Rien d'extraordinaire, rien d'assez impressionnant pour s'en vanter au dîner de famille. J'ai travaillé à temps partiel tout au long de mes études, les nuits, les week-ends, tout ce qui pouvait s'adapter à mes cours. J'ai payé mon propre loyer, mes propres livres, et j'ai appris très tôt à gérer mon argent. Il n'y avait pas de plan de secours qui m'attendait si quelque chose tournait mal. Obtenir mon diplôme ressemblait moins à une célébration qu'au franchissement d'un point de contrôle. Marvin a pris un chemin différent. Il ne s'est pas soucié de l'université. Howard a qualifié cela de décision intelligente. Il a dit que l'école était une perte de temps pour les gens qui avaient un véritable instinct. Marvin voulait se lancer dans l'immobilier. Et Howard s'est assuré qu'il le puisse. Il l'a aidé avec le premier acompte. Il s'est porté garant pour lui auprès de ses contacts. Quand les affaires tournaient mal, de l'argent apparaissait discrètement pour arranger les choses. Rien de tout cela n'était jamais mentionné directement, mais c'était évident si l'on y prêtait attention. En quelques années, Marvin avait des histoires. Des propriétés, des reventes, des locataires, des expériences d'apprentissage. C'est devenu le sujet principal de la famille. Chaque réunion se transformait en rapport d'étape sur le dernier coup de Marvin. Le prix de vente, la rapidité de la transaction, son intelligence pour s'être lancé tôt. Howard absorbait tout cela. Gwen hochait la tête et posait des questions comme si elle faisait partie de l'entreprise. Quand j'ai eu mon premier emploi en informatique après avoir obtenu mon diplôme à 22 ans, cela a à peine été remarqué. Il payait assez pour couvrir le loyer et les courses, et c'était à peu près tout. Howard l'a qualifié de point de départ. Il a dit que c'était bien que je fasse enfin quelque chose, mais a bien fait comprendre que ce n'était pas là que je devais rester. Des années plus tard, c'était toujours traité de la même manière. Temporaire, quelque chose par lequel je passais. La preuve que je n'avais pas encore compris les choses. Les comparaisons n'ont jamais cessé. Marvin était motivé. Marvin prenait des risques. Marvin comprenait l'argent. J'étais confortable. J'étais prudent. J'étais trop disposé à me contenter. Howard aimait dire que Marvin avait la flamme et que j'avais des excuses. Gwen le soutenait en soulignant que je ne cherchais pas à obtenir plus. Plus d'argent, plus de statut, plus de visibilité. Ce qui était drôle, c'est que je travaillais plus d'heures que Marvin ne l'a jamais fait. De longues journées, des rotations d'astreinte, des week-ends à réparer des choses que personne ne remarquait, sauf quand elles tombaient en panne. Rien de tout cela ne comptait. Ça n'avait pas l'air assez impressionnant. Athéna a tout remarqué. Elle était plus jeune, mais pas inconsciente. Elle ne se joignait jamais aux comparaisons. Elle me demandait comment allait le travail et écoutait vraiment. En grandissant, elle a cessé de prétendre que le succès de Marvin était impressionnant juste parce que tout le monde le disait. Elle a épousé Simon à 22 ans. Il n'était pas tapa accent grave l'œil. Un emploi stable, une confiance tranquille, il ne parlait pas beaucoup lors des réunions de famille. La première fois que nous avons eu une vraie conversation, il m'a demandé sur quoi je travaillais et n'a pas fait de blague quand je l'ai expliqué. Il ne l'a pas présenté comme un tremplin ni demandé quel était mon prochain mouvement. Il l'a juste traité comme un travail. C'était nouveau pour moi. Marvin n'a pas aimé ça. À ce moment-là, son succès l'avait rendu acerbe. Ses blagues n'étaient plus des blagues. Il riait en soulignant que j'étais toujours locataire, que je ne possédais rien de réel, qu'Athéna m'avait dépassé dans les étapes de la vie. Il le disait nonchalamment, comme s'il m'aidait à voir la réalité. Howard l'encourageait.
Il disait que Marvin essayait juste de me motiver. Gwen souriait mal à l'aise et disait que je ne devais pas prendre les choses personnellement. À mesure que Marvin gagnait plus d'argent, il devenait plus bruyant, plus confiant, plus méprisant. Chaque histoire qu'il racontait contenait une leçon. Généralement sur le fait que les gens qui ne prenaient pas de risques finissaient coincés. Ces gens me ressemblaient beaucoup. J'ai appris que dans ma famille, l'effort ne comptait que s'il se transformait en quelque chose de visible. Les heures ne comptaient pas. La régularité ne comptait pas. La stabilité ne comptait pas. Si vous n'aviez rien que les gens pouvaient pointer du doigt, vous pouviez aussi bien ne pas exister. J'ai continué à travailler quand même. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Mais à un moment donné, j'ai compris que je n'étais pas jugé sur la force de mes efforts. J'étais jugé sur mon apparence impressionnante, et selon ce critère, je n'allais jamais gagner en jouant franc jeu. L'emploi que j'ai eu pendant la majeure partie de la fin de ma vingtaine n'était pas passionnant. Mais il payait les factures. Un travail informatique de niveau intermédiaire, une équipe décente, rien de tape à accent grave l'œil. Puis l'entreprise a commencé à décliner. Des changements de direction, des réductions de coûts, des projets mis en pause. Rien de tout cela ne me concernait directement, ce qui rendait la situation presque pire. Un matin, on nous a convoqués à une réunion et on nous a annoncé que l'entreprise fermait ses portes. Pas de longues explications, personne à blâmer, juste de mauvaises décisions empilées les unes sur les autres. L'indemnité de licenciement était modeste, quelques semaines au plus. Le loyer s'en fichait. Les factures aussi. J'ai épuisé mes économies plus vite que prévu. La recherche d'emploi traînait en longueur. Chaque annonce demandait la même chose, et chaque réponse prenait plus de temps qu'elle n'aurait dû. Je me suis dit que j'avais juste besoin d'un peu de temps. Puis ma voiture est tombée en panne. Ce n'était pas un petit problème non plus. Un problème de moteur. Le genre qui n'attend pas que vous soyez prêt. Soudain, je ne pouvais plus me rendre aux entretiens sans emprunter des voitures. Les réparations n'étaient pas bon marché et je n'avais pas la marge de manœuvre pour les financer. Tout est arrivé en même temps et il n'y avait pas de coussin de sécurité. J'ai attendu plus longtemps que je n'aurais dû avant d'appeler mes parents. Par fierté, surtout, mais aussi par habitude. Quand j'ai appelé Howard et Gwen, je suis resté simple. Salut, j'ai perdu mon emploi. L'entreprise a fermé, ai-je dit. Je cherche du travail, mais les temps sont durs. Je me demandais si je pouvais rester au sous-sol un petit moment, juste temporairement. Il y a eu une pause, puis il a ri. Alors, c'est donc là que tu as fini, a-t-il dit. Je t'avais prévenu de ne pas jouer la sécurité. Je ne demande pas pour toujours, ai-je dit. Juste quelques semaines. Howard n'a pas baissé la voix. Tu as 31 ans, Dante. Si tu étais vraiment un homme, tu ne m'appellerais pas pour me demander un endroit où dormir. Gwen a pris le téléphone après ça. Sa voix s'est adoucie, mais pas sa réponse. Je suis désolé que tu doives gérer ça, a-t-elle dit. Ça a l'air vraiment stressant. C'est tout, ai-je demandé. Eh bien, ton père a raison, a-t-elle dit. Tu dois te débrouiller tout seul. On ne peut pas continuer à te secourir. Ils ont raccroché comme si la conversation avait atteint sa fin naturelle. Je suis resté assis un moment avant d'appeler Marvin. Je savais déjà ce qu'il dirait, mais une partie de moi espérait encore qu'il me surprendrait. Il ne l'a pas fait. Alors, tu es au chômage maintenant, a-t-il dit, en faisant traîner le mot. Ça colle. J'ai juste besoin d'un petit prêt, ai-je dit. Assez pour réparer la voiture et gagner un peu de temps. Il a ri. Tu sais quel est ton problème? Tu n'as jamais pris de risque. Il y a eu une pause. Puis son ton a changé, comme s'il allait me faire une faveur. Je vais te dire quoi, a-t-il dit, j'ai un poste de concierge de libre dans l'un de mes immeubles. 8 $ de l'heure. Je mettrai même un mot en ta faveur. Je ne vais pas nettoyer tes bâtiments pour 8 $, ai-je dit. Tu devrais être reconnaissant que je te propose quelque chose, a-t-il répondu. Ça pourrait être bon pour toi. Te forger un peu d'humilité. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse continuer. Il ne restait plus grand-chose après ça. Mes économies étaient presque épuisées. La voiture ne fonctionnait toujours pas. Le loyer était de nouveau dû bientôt. Le dernier appel que j'ai passé était celui que j'aurais dû passer en premier. Quand Athéna a répondu, je n'ai pas essayé de paraître fort.
J'ai perdu mon emploi, ai-je dit. La voiture est en panne. Je n'ai nulle part où aller. Elle n'a pas hésité. Viens ici, a-t-elle dit. On va trouver une solution. Simon a aussi pris le téléphone. Amène la voiture. Je vais jeter un œil. C'était tout. Pas de questions sur la durée. Pas de sermon sur la responsabilité. Ils ont vidé la chambre d'amis le jour même. Simon a passé le week-end sous le capot de ma voiture, à déterminer ce qui pouvait être réparé maintenant et ce qui pouvait attendre. Athéna s'est assurée que je mangeais et que j'avais de l'espace pour respirer sans être sur mon dos. Personne ne m'a traité comme un fardeau ou une leçon. Vivre là-bas n'était pas glamour, mais c'était calme. Je postulais à des emplois pendant la journée, réparais ce que je pouvais, et les ai remboursés dès que j'ai recommencé à gagner de l'argent. Ils n'ont jamais demandé de délai ni de nouvelles. Cette période a rendu quelque chose très clair. Ce avec quoi j'avais grandi n'était pas de la discipline ou de la motivation. C'était une acceptation conditionnelle. Dès l'instant où j'ai cessé d'être utile ou impressionnant, j'ai cessé de compter. Athéna et Simon se fichaient de tout ça. Ils m'ont aidé parce que j'avais besoin d'aide. C'était ça, la différence. À partir de ce moment, j'ai arrêté de prétendre que ma famille n'avait pas de camp. Elle en avait. Et je savais enfin de quel côté j'étais. Vivre avec Athéna et Simon m'a donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. L'espace pour respirer sans être surveillé. Une fois la voiture de nouveau en état de marche, mes journées ont suivi un schéma simple. Me lever tôt, postuler à des emplois, bricoler sur de petits projets en freelance quand je pouvais en trouver, maintenir mes coups bas, dire merci, ne pas déranger. Quelques mois plus tard, j'ai décroché un autre emploi en informatique. Rien d'impressionnant. Encore des systèmes internes, un horaire décent, un salaire qui couvrait les factures et laissait un petit extra si je faisais attention. Je l'ai accepté sans hésiter. La stabilité comptait plus que le titre. Je n'ai dit à personne que c'était temporaire ou que cela faisait partie d'un plan plus vaste. J'ai juste travaillé. Je continuais à vivre simplement. Les mêmes vêtements, la même routine. J'économisais tout ce que je pouvais. Athéna n'a jamais posé de questions et Simon n'a jamais fait de commentaires. Ils ont traité cela comme une phase normale, pas quelque chose à analyser. Cela m'a permis de me concentrer plus facilement. Un après-midi, en rentrant du travail, je me suis arrêté dans une supérette. Rien de spécial. J'ai pris ce dont j'avais besoin et j'ai ajouté un ticket à gratter au comptoir sans trop y penser. J'en avais acheté avant et je n'avais jamais gagné plus que de la menue monnaie. C'était une habitude, pas de l'espoir. Je l'ai gratté dans ma voiture avant de démarrer le moteur. J'ai vérifié les numéros 2 fois, puis encore une fois. Puis je suis resté assis là un moment, sans réagir comme les gens s'y attendent. Pas de tremblement, pas de cri de joie, juste le silence. C'était 20 millions de dollars. La première chose que j'ai faite a été de remettre le ticket dans son enveloppe et de rentrer chez moi. Je ne l'ai pas dit à Athéna. Je n'ai appelé personne. Je n'ai même pas vérifié en ligne. Je n'avais pas besoin de confirmation. J'avais besoin de contrôle. L'étape suivante était évidente. D'abord un avocat. Les jours suivants ont été consacrés à la protection, pas à l'excitation. J'ai trouvé un avocat, quelqu'un qui gérait les fortunes soudaines et ne posait pas de questions personnelles. Il a confirmé 3 choses rapidement. Le gros lot était indiqué avant impôt. Mon état me permettait de le réclamer via une fiducie. Et si je voulais de l'intimité, je devais traiter cela comme un problème de sécurité, pas une virée shopping. Après cela, j'ai fait appel à un conseiller financier, pas par des amis, pas par quelqu'un qui pourrait remonter jusqu'à ma famille. Les documents ont été établis de la même manière que je construis des systèmes, structurés en couches, ennuyeux et difficiles à percer. Les structures comptaient. J'ai posé des questions jusqu'à ce que je comprenne chaque réponse. Le but n'était pas de devenir riche rapidement. C'était de disparaître financièrement. Je n'ai rien acheté. Je n'ai pas changé ma routine. J'allais au travail comme d'habitude, je mangeais la même nourriture, je conduisais la même voiture. L'argent est resté hors de vue pendant que je construisais des murs autour de lui. Une fois cela fait, j'ai commencé à travailler sur quelque chose auquel je pensais depuis des années. Une entreprise qui résolvait les problèmes que j'avais passé ma carrière à régler pour d'autres. Rien de tape à accent Graveleuil,
pas de grandes déclarations, juste quelque chose de solide, construit lentement avec de la place pour grandir. Je l'ai enregistré discrètement. J'ai loué un petit espace qui ne se remarquait pas. J'ai embauché des sous-traitants au lieu d'employer au début, payé à temps, laissé les résultats parler d'eux-mêmes. Pas de marque qui attire l'attention. Pas de publication, pas d'annonce. Si quelqu'un la trouvait, c'était parce qu'il cherchait le service, pas parce que j'en faisais la publicité. Après quelques mois, les choses se sont stabilisées. L'entreprise n'a pas connu un succès fulgurant. Elle n'en avait pas besoin. Elle couvrait ses coûts, puis plus. J'ai gardé mon emploi pendant qu'elle grandissait. Les nuits et les week-ends étaient consacrés à la construction de systèmes et à la correction des erreurs avant qu'elles ne deviennent coûteuses. Une fois que j'ai eu assez de distance, j'ai déménagé de chez Athéna et Simon. Discrètement, j'ai trouvé un appartement normal et j'ai géré cela sans en faire tout un plat. Athéna a supposé que j'avais économisé et que je me sentais enfin à l'aise pour partir. C'était assez proche de la vérité pour que je laisse faire. Je les ai remerciés à nouveau, j'ai remboursé l'argent pour la voiture, j'ai couvert ma part des dépenses sans qu'on me le demande, j'ai gardé les choses normales de l'extérieur. Rien n'avait changé. J'étais toujours le même gars avec le même travail, juste un peu plus stable qu'avant. C'était intentionnel. Le pouvoir est plus efficace quand personne ne sait qu'il est là. Je ne me sentais pas tenté de prouver quoi que ce soit. Je n'avais pas envie d'annoncer un retournement de situation. J'avais passé trop de temps à être jugé sur les apparences pour vouloir ça à nouveau. Cette fois, je voulais le contrôle, le temps, les options. L'argent ne m'a pas rendu imprudent. Il m'a rendu prudent. Chaque décision après cela passait par le même filtre. Est-ce que cela attire l'attention? Est-ce que cela crée une dépendance? Est-ce que cela donne un moyen de pression à quelqu'un? Si la réponse était oui, je ne le faisais pas. Athéna n'a jamais insisté pour avoir des détails. Simon n'a jamais demandé. C'est en partie pour cela que je leur faisais confiance. Ils aidaient sans avoir besoin d'une histoire attachée. Ce que je construisais n'avait pas encore l'air impressionnant, et c'était très bien. Je ne faisais plus la course avec personne. Je posais les fondations. Et pour la première fois de ma vie, je ne le faisais pas selon les règles de quelqu'un d'autre. Le pouvoir n'est pas apparu d'un coup. Il est arrivé tranquillement, petit à petit, et est resté exactement là où je l'avais mis. Au moment de Noël, j'étais de retour sur pied depuis assez longtemps pour que les gens supposent que la mauvaise passe était terminée. Je n'avais corrigé personne. Je me présentais quand j'étais invité, je restais poli, je n'abordais pas les sujets d'argent ou de projet. C'est ainsi que je suis entré dans la maison de mes parents ce soir-là. Le même salon, le même ordre de place, le même ton dans l'air avant même que quelqu'un ne parle. Marvin était déjà là, bruyant comme d'habitude, parlant d'une affaire qui avait presque doublé avant impôt. Howard était assis en bout de table, hochant la tête comme si c'était un spectacle juste pour lui. Gwen déplaçait les assiettes et souriait un peu trop. Le premier commentaire est arrivé avant même que nous nous asseyions. Alors, a dit Marvin, en me regardant droit dans les yeux. Tu as fini de vivre au crochet d'Athéna, ou tu loues toujours une boîte à chaussures en appelant ça un retour en force? J'ai gardé une voix égale. J'ai un logement. Howard s'est penché en arrière. Un logement, a-t-il répété. C'est-à-dire quoi exactement? Encore en location? Gwen est intervenue. Ton frère s'inquiète juste pour toi. Tu sais comment il est. Marvin a ri. Je dis juste que la plupart des gars de notre âge construisent quelque chose, possèdent des biens, au lieu de rebondir de ci de là. Je n'avais pas dit un mot sur l'argent. Je ne m'étais pas défendu. Cela semblait les agacer davantage. Howard a coupé court. C'est ce dont nous parlons depuis des années, Dante. Tu ne planifies jamais à long terme. Toujours en réaction, toujours en retard. Athéna s'est agitée sur sa chaise. Il a eu une année difficile. Ça arrive. Howard s'est tourné vers elle. C'est exactement le problème. Tu le couves. Toi et Simon continuez de le secourir au lieu de le laisser apprendre. J'ai regardé Athéna. Elle était déjà tendue. Marvin a secoué la tête. Ce n'est pas de ta faute. Certaines personnes ont juste besoin d'aide toute leur vie. J'ai posé ma fourchette. Gwen a essayé d'arrondir les angles. Ne rendons pas les choses inconfortables. C'est Noël. Marvin l'a ignoré.
Je veux dire, regarde le schéma. Perte d'emploi, problème de voiture, hébergé par sa sœur. Combien de temps penses-tu que ça durerait sans toi? Athéna a pris la parole. La famille est de la famille. Howard a répliqué immédiatement. Non, la famille prépare ses enfants à être autonomes. Ce que tu fais, c'est lui apprendre qu'il est acceptable d'échouer. Marvin a souri. Il aura toujours besoin d'être sauvé. Certains gars ne comprennent tout simplement pas. La table est devenue bruyante rapidement après ça. Tout le monde parlait en même temps. Howard listait toutes les façons dont je l'avais déçu. Marvin lançait des blagues qui atterrissaient comme des insultes. Gwen les soutenait en disant qu'il s'inquiétait seulement pour mon avenir. Athéna a réessayé. Il n'a rien demandé de tout ça. Son entreprise a fermé. Howard a agité la main. Des excuses. Il y a toujours une excuse. Marvin s'est penché en avant. Tu sais quelle est la différence entre nous? M'a-t-il dit. Je prends des risques. Toi, tu attends que les choses t'arrivent. J'ai finalement parlé. Je n'ai pas demandé de conseil. Howard a pointé sa fourchette vers moi. C'est ça ton problème. Tu n'écoutes jamais. Athéna s'est levée. C'est injuste. Howard a rétorqué. Assieds-toi. Ça ne te concerne pas, Marvin a ri. Si. Quand il vit sous son toit. C'en était trop. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était clair. Il n'y avait aucune version de cette situation où les choses changeraient. Aucun futur dîner où ils me respecteraient soudainement. Aucune étape importante qui réécrirait l'histoire qu'ils avaient décidée. Je me suis levé calmement et j'ai repoussé ma chaise. Gwen a eu l'air surprise. Où vas-tu? Je m'en vais, ai-je dit. Howard a ricané. Encore en train de fuir. Je n'ai pas répondu. J'ai pris ma veste. Marvin a ajouté, ne t'inquiète pas, nous l'aiderons toujours quand il fera une erreur. Athéna a dit mon nom, mais j'étais déjà en route pour la porte. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai rien dit de dramatique. Je suis juste sorti. Plus tard dans la nuit, Athéna a appelé pour s'excuser en leur nom. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Je l'ai remerciée, elle et Simon, encore une fois pour tout ce qu'ils avaient fait quand j'étais au plus bas. Je le pensais sincèrement. Ce dîner n'a pas été douloureux. Il a été clarifiant. C'est le moment où j'ai compris que rien de ce que j'accomplirais ne serait jamais suffisant pour eux, à moins que cela ne fasse paraître Marvin plus petit. Et ça n'allait jamais arriver. C'était la dernière fois que j'essayais d'appartenir à cette maison. L'entreprise n'a pas grandi vite. Elle a grandi correctement. Les 2 premières années ont été pour la plupart sans histoire. De longues périodes de travail ennuyeux, à réparer des systèmes que personne ne voulait toucher. Des contrats qui semblaient bons sur le papier mais qui se sont transformés en casse-tête. J'ai fait des erreurs. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai appris quels problèmes étaient coûteux et lesquels ne faisaient que perdre du temps. Rien de dramatique, juste du travail. J'ai gardé mon emploi en informatique plus longtemps que nécessaire parce que cela maintenait ma vie tranquille. Les nuits et les week-ends étaient consacrés à l'entreprise. J'ai embauché lentement, payé à temps, laissé les résultats parler d'eux-mêmes. Avec le temps, les clients sont restés. Les recommandations sont arrivées sans que je les demande. Le flux de trésorerie a cessé d'être une préoccupation quotidienne. Athéna et Simon pensaient toujours que je m'en sortais bien. Ils savaient que j'avais une entreprise. Ils supposaient qu'elle payait les factures. Ils n'ont jamais insisté pour avoir des détails. Et je n'en ai jamais donné. C'est en partie pour cela que je leur faisais confiance. Une fois que tout s'est senti stable, vraiment stable, j'ai su ce que je voulais faire ensuite. Je leur ai acheté un appartement terrasse, mais pas le genre d'achat qui met mon nom dans la bouche de quelqu'un d'autre. J'ai attendu que les revenus de mon entreprise le rendent crédible, puis j'ai demandé à mon avocat de le structurer de manière à ce que cela ne devienne pas un gros titre ou une laisse. Emplacement, école, trajet, quelque chose qui rendrait leur vie plus facile, pas plus bruyante. Quand tout a été finalisé, je leur ai demandé de me retrouver pour dîner comme si c'était un soir ordinaire. Après avoir fini de manger, je leur ai dit que je voulais leur montrer quelque chose. Athéna a froncé les sourcils. Nous montrer quoi? Vous verrez, ai-je dit. J'ai conduit. Ils ont suivi.
Aucun d'eux n'a dit grand-chose une fois qu'ils ont réalisé où nous allions. Quand nous nous sommes garés, Athéna a levé les yeux vers le bâtiment, puis s'est tournée vers moi. « Pourquoi sommes-nous ici ?» Je n'ai pas répondu. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai déverrouillée et je me suis écarté. Elle s'est figée. « Dante » a-t-elle dit lentement. « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai tendu les clés. Elle ne les a pas prises tout de suite. « Arrête. Qu'est-ce que tu fais ?»« C'est à vous, ai-je dit. »« À vous deux. » Elle a fixé les clés comme si elles n'avaient aucun sens. « Non, non, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague. » Simon a regardé l'espace, silencieux comme d'habitude. « Dante, comment ?» Je leur ai tout raconté. Le ticket à gratter, l'entreprise, pourquoi j'avais gardé le secret, pourquoi j'avais attendu. J'ai expliqué que je ne voulais pas que quiconque ait l'impression d'avoir un moyen de pression sur moi, que je ne voulais pas que l'aide se transforme en attente. Athéna s'est assise lourdement sur le canapé. « Tu n'avais pas à faire ça, a-t-elle dit. Nous t'aurions aidé de toute façon. »« Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je l'ai fait. » Elle a secoué la tête. « Tu aurais pu me le dire. Je ne voulais pas changer la façon dont tu me traitais. » Elle s'est essuyé le visage. « Tu penses que l'argent aurait changé ça ? Je ne voulais pas le découvrir. » Simon a finalement parlé. « Tu nous as remboursé sans qu'on te le demande. » J'ai hoché la tête. C'était important pour moi. Athéna s'est levée et m'a serré fort dans ses bras, sans un mot. Puis elle s'est reculée et m'a regardé comme si elle me voyait clairement pour la première fois. « Tu as fait tout ça en silence ?» a-t-elle dit. « Tu n'as pas dit un mot. » Je n'en avais pas besoin. Après ça, les choses ont changé. Pas entre nous, mais autour de nous. J'ai acheté une plus grande maison pour moi peu de temps après. Plus d'espace, plus de distance, un endroit qui semblait permanent. Un soir, après le travail, j'ai remarqué la voiture de Marvin devant moi, près du quartier. La même conduite agressive, la même impatience. À un feu, il m'a reconnu et a baissé sa vitre. « Je ne m'attendais pas à te voir par ici », a-t-il dit. Ce quartier est cher. Je travaille à proximité. Il a montré les maisons. Des endroits comme ça. C'est là que finit le vrai argent. Une de celles-ci sera bientôt à moi. Le feu est passé au vert. J'ai continué ma route. Il a suivi, continuant de parler, jusqu'à ce que je tourne dans mon allée. Il s'est arrêté derrière moi. « Où crois-tu que tu vas ?» a-t-il demandé. « Chez moi. » Il a ri. Mauvaise sortie. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Marvin est resté là, à me fixer. « Ce n'est pas drôle ?» a-t-il dit. « Tu n'habites pas ici. » « Si. » Son visage a changé, la confusion se transformant en irritation. « C'est impossible. » Je n'ai pas discuté. J'ai fermé la porte. Après ça, la nouvelle s'est répandue. Non pas parce que j'ai annoncé quoi que ce soit, mais parce que l'immobilier laisse des traces écrites. La maison n'était pas à mon nom. La vente s'est conclue sous une société à responsabilité limitée que mon avocat avait créée. Je n'ai pas réfléchi au nom de la société. C'était propre, ennuyeux, fonctionnel, le genre de choses que personne ne remarque à moins de le chercher. Marvin a remarqué. L'immobilier était la seule langue qu'il parlait vraiment couramment. Quelques recherches, quelques clics, et il avait trouvé le dossier de constitution comme si c'était un passe-temps. Et une fois qu'il l'a eu, il n'a pas pu le garder pour lui. Les questions ont atteint mes parents avant même que j'aie décidé si les rideaux du salon allaient rester. Marvin a commencé à appeler plus souvent. Soudain, mon absence n'était plus un échec. C'était quelque chose qu'il se sentait en droit de comprendre. Les appels ont commencé à arriver. Des messages, des questions. L'histoire s'est répandue par des gens qui se sont soudainement souvenus que j'existais. Mes parents n'ont pas appelé en premier. Ils se sont présentés. Sans prévenir, sans message, juste un coup à la porte. Un soir, j'ai ouvert et Howard est immédiatement entré comme si la conversation allait se dérouler à l'intérieur. J'ai mis ma main sur le bord de la porte et j'ai tenu bon. Il a regardé par-dessus mon épaule dans la maison de toute façon. Gwen se tenait derrière lui, déjà en larmes. « Alors, c'est ici que tu te cachais ?» a dit Howard en regardant autour de lui. « Tu aurais pu nous le dire. »
Je n'en avais pas besoin, ai-je répondu. Gwen a joint les mains. Nous ne comprenions pas. Tu as disparu. Nous étions inquiets. Howard a coupé court. La famille est de la famille. Tu aurais dû venir nous voir. Je l'ai regardé. Je l'ai fait. Il a froncé les sourcils. C'était différent. Non, ai-je dit. Ça ne l'était pas, Gwen a réessayé. Tu sais, nous t'aurions aidé si nous avions su. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai perdu mon emploi. J'ai demandé à rester dans votre sous-sol. Vous avez ri. Howard a balayé cela d'un geste de la main. C'était une leçon. J'ai hoché la tête. Puis Marvin m'a offert un poste de concierge à 8 $ de l'heure. C'était de l'amour vache, a dit Howard. Tu avais besoin de motivation. Et Athéna m'a accueilli, ai-je dit. Elle m'a aidé à réparer ma voiture. Elle ne m'a pas fait la morale. Elle ne s'est pas moquée de moi. Le visage de Gwen s'est durci. Tu es rancunier. Je me souviens des schémas. Le ton d'Howard s'est aiguisé. Alors, quoi maintenant? Tu nous exclus tout simplement. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Le silence a pesé lourdement dans la pièce. Tu nous dois l'honnêteté, a dit Gwen doucement. Je ne vous dois pas l'accès, ai-je répondu. Howard a ricané. Nous sommes tes parents. Et c'est ma maison, ai-je dit. Vous n'avez rien à exiger ici. Ils sont partis en colère, pas réfléchis, en colère que l'équilibre ait changé et qu'ils n'en aient pas été informés. Après ça, les appels ont continué. Je n'ai pas répondu. Les numéros ont été bloqués, les messages vocaux se sont accumulés de toute façon. Nouveau numéro masqué, des messages qui sonnaient tous pareils. Marvin oscillait entre le déni et le sentiment d'avoir des droits. Howard voulait des explications. Gwen voulait être rassurée. Je ne les ai pas laissés faire. Et pour la première fois, je ne me suis pas expliqué. L'entreprise immobilière de Marvin ne s'est pas effondrée d'un coup. Elle s'est dégradée. Les mauvaises affaires se sont accumulées discrètement. Les prêts ont été refinancés une fois de trop. Les propriétés ont cessé de se vendre. Puis sont venues les poursuites judiciaires. D'anciens partenaires ont affirmé que de l'argent manquait. Des locataires se sont plaints de cautions qui n'ont jamais été restituées. Des fournisseurs ont commencé à poser des questions. Finalement, les accusations de vol ont cessé d'être des rumeurs et se sont transformées en plaintes officielles. Je n'ai pas reparlé à mes parents après ça. Pas avant longtemps. Puis Athéna m'a appelé un soir et m'a dit que Marvin avait de vrais ennuis. De vrais ennuis. Pas des problèmes d'ego. Je lui ai dit que je ne rouvrirais pas la porte. Elle n'a pas discuté. Elle a juste dit, tu n'es pas obligé de leur pardonner. Écoute juste ce qui se passe. J'ai accepté un seul appel, à mes conditions. C'est alors que Howard et Gwen ont pris contact. Ils n'ont pas reconnu le passé. Ils ne se sont pas excusés. Ils ont agi comme si les dernières années n'étaient qu'un malentendu. Tout le monde devait simplement passer à autre chose. Ton frère a des ennuis, a dit Howard au téléphone. C'est dans ces moments que la famille est de la famille. Gwen a enchaîné rapidement. Il a juste besoin de conseils. Quelqu'un de stable, quelqu'un dont il peut apprendre. J'ai écouté sans interrompre. Quand ils ont fini, j'ai dit que j'aiderais. Il y a eu une longue pause. Tu le ferais, a demandé Gwen. Après tout ce qui s'est passé? Oui, ai-je dit. Mais il y aura des conditions. Ils ont accepté immédiatement. Trop rapidement. Marvin a accepté aussi quand ils lui ont dit. Il avait l'air reconnaissant, presque comme s'il avait répété son texte. Quand Marvin est arrivé au bureau le premier jour, il a bien joué son rôle. Silencieux, poli, reconnaissant. Il a serré des mains, posé des questions, pris des notes. Il a dit des choses comme « Je sais que j'ai fait des erreurs, et je veux juste une chance de travailler. » Ça ne m'a pas trompé, mais ce n'était pas nécessaire. Je n'étais pas là pour juger ses paroles. Je lui ai donné un rôle avec des limites. Pas de contrôle sur la paie, pas d'autorité pour approuver les dépenses, pas d'accès aux comptes principaux. Tout était documenté, tout était suivi. Il a signé l'accord sans protester. Avant même qu'il ne se connecte à un système, le terrain était déjà préparé. Des comptes segmentés, des autorisations superposées,
chaque action liée à une identité. Des caméras installées dans les zones communes sous prétexte de mise à niveau de la sécurité. Un petit groupe de cadres supérieurs a été discrètement mis dans la boucle, non pas pour espionner, mais pour que tout reste normal pendant que je surveillais. Les premières semaines, Marvin s'est bien comporté. Puis les fissures sont apparues. Ça a commencé petit. Des transferts qui ne correspondaient à aucun projet actif. Des notes de frais qui ne correspondaient pas aux reçus. Interrogé, il a blâmé des retards comptables ou des malentendus. Puis le personnel a commencé à venir me voir discrètement. Il n'arrête pas de dire que l'entreprise est aussi la sienne. Il m'a dit que tu le freinais. Il a dit que cet endroit aurait dû être une entreprise familiale depuis le début. Je ne l'ai pas confronté. J'ai resserré le système. Des doubles approbations ont été mises en place pour chaque paiement sortant. Des alertes bancaires ont été activées sur chaque compte. Tout ce qui était inhabituel déclenchait une suspension jusqu'à examen. S'il était confus, le processus le protégerait. S'il ne l'était pas, le processus le démasquerait. Puis j'ai demandé à mon avocat de faire appel à un comptable externe. Pas pour le piéger, juste pour m'assurer que je n'allais pas accuser quelqu'un sur une erreur administrative. L'examen n'a pas duré longtemps. Les mêmes schémas revenaient sans cesse et les explications changeaient constamment. Un après-midi, Marvin est entré dans mon bureau sans frapper. « Tu ne me fais pas confiance ?» a-t-il dit. « Je fais confiance au contrôle » ai-je répondu. Il a ri. « Tu t'es toujours caché derrière les règles. » Après ça, il a cessé de faire semblant. Il est devenu plus bruyant, plus négligent, plus arrogant. Quand nous avons eu assez de preuves pour que ce soit indéniable, mon avocat a déposé le rapport et a remis la documentation comme l'enquêteur l'avait demandé. Propre, horodatée et complète. Je n'ai pas porté plainte. Je leur ai dit que je coopérerais pleinement et que je ne signerais rien pour faire disparaître l'affaire. Quelques semaines plus tard, ils sont arrivés un mardi matin avec un mandat. Marvin était en plein milieu d'une phrase quand ils ont franchi la porte. Marvin les a appelés dès qu'il a réalisé que ce n'était pas un sermon. Il y a eu une erreur, a-t-il dit. Dante, dis-leur. Je suis resté assis. Il a haussé la voix. Tu m'as piégé. Howard et Gwen sont arrivés peu après, affolés et en colère. Gwen pleurait avant même d'entrer. Que as-tu fait, m'a-t-elle demandé. Howard m'a pointé du doigt. Tu as agi dans notre dos. Je leur ai donné des copies de la documentation. Journaux de transaction, capture d'écran vidéo, chronologie. Howard n'a pas regardé. La famille ne fait pas ça. Il a volé, ai-je dit. Gwen a secoué la tête. Il était sous pression. Il ne réfléchissait pas, Marvin a crié, il a planifié ça. Il a toujours été jaloux. Je leur ai dit que je coopérerais pleinement et que je ne signerais rien pour faire disparaître l'affaire. Howard s'est approché. Tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. Le procès a duré des mois. Marvin s'est pleinement investi dans le rôle de la victime. Il a prétendu la confusion, la copropriété, la détresse émotionnelle. Son avocat s'est beaucoup concentré sur la dynamique familiale, me dépeignant comme froid et calculateur. Quand ce fut mon tour de témoigner, je suis resté factuel. Date, autorisation, processus. Pas de discours, pas d'émotion. Le procureur a diffusé les enregistrements. La voix de Marvin a rempli la salle d'audience, parlant de prendre ce qui lui était dû, riant de la facilité avec laquelle il le faisait, se plaignant que je ne méritais pas ce que j'avais. Gwen sanglotait ouvertement. Howard regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Marvin s'est finalement tourné vers moi. Tu aurais pu arrêter ça. J'ai répondu calmement, tu aurais pu. Le verdict est tombé rapidement. Coupable. Lors de la condamnation, Marvin avait l'air différent. Pas en colère, pas arrogant, juste effrayé. Le juge a parlé de comportements répétés, d'opportunités, de choix faits après des avertissements. La peine a été lue. Une peine de prison, un dédommagement, un casier judiciaire permanent qui ne pouvait pas être expliqué. Gwen s'est effondrée. Howard est resté rigide. Marvin m'a regardé une dernière fois. Ça aurait dû être à moi. Je n'ai pas répondu. Après ça, j'ai coupé tout contact. Numéro bloqué, courriels ignorés, pas d'intermédiaire, pas d'explication. Je ne l'ai pas annoncé,
j'ai juste cessé de m'engager. Le silence qui a suivi était différent. Pas tendu, mais propre. Je suis retourné au travail. Réunion, échéance, projet. Aller de l'avant. Les gens autour de moi connaissaient les règles et les respectaient parce qu'elles s'appliquaient à tout le monde de la même manière. Athéna et Simon sont restés proches. Leur enfant a grandi dans la cohérence plutôt que dans le chaos. Un soir, je me tenais seul dans mon bureau après que tout le monde soit parti. Les systèmes fonctionnaient. Les lumières étaient basses. Tout fonctionnait comme il se devait. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas soulagé. J'étais apaisé. Le pardon n'a jamais été l'objectif. La paix, si. Et la paix est arrivée au moment où j'ai cessé de donner accès à des personnes qui ne savaient que prendre. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires et de meilleure qualité. Merci.